ici, on a ce qu'on appelle un barrage de foudre. Il y a tellement de coups de foudre qu'on appelle ça comme ça, c'était un SIFO. C'était d'ailleurs l'orage supercellulaire de la nuit de juin, non d'août, l'orage d'août. Bon là, toute la foudre est restée au large. Quand la foudre reste au large, c'est pas méchant, on peut faire de la photo sans risquer de s'en prendre. Autre configuration très intéressante quand il y a des gouttes froides dans le golfe de Gênes. Là, c'est au large de Monaco pour le coup. Des orages qui éclatent par un ciel vraiment étoilé, limpide. Et là, ça permet de voir des choses vraiment exceptionnelles parce que là, on ne voit pas très bien par rapport à la lumière. Mais souvent, les orages qui éclatent en pleine nuit avec une belle lune et une température très froide avec 2-3 degrés et en général du Mistral pas loin, ça rend l'atmosphère tellement limpide qu'on peut voir ce qu'on appelle des dômes bleutés au-dessus des nuages d'orage. Et ça, c'est vraiment impressionnant. J'en ai vu énormément l'hiver dernier au large de nos côtes. C'est quelque chose qui me passionne vraiment. Ça sort de l'ordinaire, donc on a le coup de foudre, mais on a aussi tout ce qui se passe au-dessus. On peut avoir donc parfois des éclairs extra nuageux, mais qui ne vont pas toucher le sol, qui vont complètement monter dans l'air sec. Là, c'était l'organisation de l'orage, les premiers flashs. Donc là bon, on avait la Lune. Ah oui. On avait la présence de la Lune, donc ça permet de voir là où ça va être le plus favorable. Là, ouais, il y a un cumulus qui est en train de monter, il y a de l'instabilité. On peut imaginer que dans 5 minutes, suivant son développement, celui-là, il va donner de la foudre. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le sentir. Quand il n'y a pas de Lune, c'est un peu plus délicat, mais pour ça, les images satellites sont intéressantes, ou alors avec l'appareil photo, on s'arrange pour qu'on puisse voir clairement le ciel la nuit. Sur la suivante, c'était le retour d'Est du 4 mars en début d'année. On a alors ce qu'on appelle la convection. La convection, c'est quand les cumulus sont en train de monter, quand les nuages ont une extension verticale. Quand la convection est très forte et qu'elle va, ce qu'on appelle percer l'inversion. L'inversion, si vous voulez, c'est une couche d'air froid qui va bloquer l'ascendance. Et là, donc cette couche d'air froid, elle est à ce niveau-là. C'est signe d'une très forte convection, et donc dans les toutes prochaines minutes, c'est que ça va donner de la foudre, puisque les échanges de particules, tout ça, seront vraiment trop intenses pour que ça en reste là. Et c'est ce qui s'est passé, puisque simultanément, il y a 2 éclairs qui sont tombés. On voit un éclair extra-nuageux qui tombe d'ailleurs très très loin de l'orage. C'était à Gassin, sur la gauche. C'était le même orage, et là pareil, on voit vraiment ce nuage-là qui coiffe l'ascendance. On appelle ça le pilos. Donc ça, c'est vraiment intéressant à observer. On peut même dire que c'est un vélume en fait. Donc pilos, c'est vraiment sur une tête convective, alors que le vélume, il prendra 2 ou 3 têtes convectives. C'est signe que vraiment, après, dans les prochaines minutes, l'ascendance perce l'inversion, et on appelle ça un overshot. On appelle ça de la convection explosive. La convection explosive, c'est le processus qui est le plus favorable à la grosse grêle, par exemple. Parce que dès que l'inversion va être percée, l'air chaud plus bas va pouvoir s'engouffrer, monter, et le nuage, à ce moment-là, il rentre ce qu'on appelle en convection libre. Il va pouvoir vraiment pouvoir faire tout ce qu'il veut. Donc voilà, ça revient au début. Une petite précision après par rapport à l'activité de chasseur d'orage. Il faut être vraiment patient, parce que franchement, si on n'est pas patient, on n'arrivera à rien. Ça nécessite souvent pas mal d'heures de patience sur une même soirée, une même nuit. Bon, évidemment, on n'arrive pas au résultat qu'on veut tout de suite. Parfois, il faut plusieurs années avant d'avoir une photo. Par exemple, j'avais photographié le foudroiement du relais du Cap Sicile en décembre dernier. Ça, j'avais essayé par tous les moyens de l'avoir. Au final, c'est en arrivant par hasard sur la plage de l'Almanach que j'ai pu l'avoir ce jour-là. Il ne faut pas partir avec une idée de faire ça, de faire ci. C'est vraiment du live en fait. Quand on cherche, c'est la première chose. Il faut avoir une bonne condition physique quand on se lance vraiment dans la chasse. Ça peut durer 2-3 jours, 2 jours comme de nuit. L'automne, c'est souvent ça. Enfin, c'est très fatigant. Et sur 2 jours, par rapport à aujourd'hui, localement, les cumuls vont être importants.
mais ne nécessitant pas de vigilance particulière, puisque on est au début de l'automne et au final, pour l'instant, ça va. Merci beaucoup, Johan. Bon, alors, il y a sûrement des questions. Hein. Je ne sais pas si on a tout compris. C'est très impressionnant. Pour moi, ma première question, c'est comment on fait ça? Ou est-ce que c'est sur Internet, sur les livres, ou en travaillant avec d'autres personnes? Alors, l'apprentissage. Donc déjà, ça a commencé par l'arrivée du net. J'ai commencé aussi avec des livres. Ouais, avec des livres de chasseurs d'orage, professionnels aussi, des livres sur la météorologie générale, hein, voilà, qui me permettaient de comprendre ces phénomènes-là. Mais après, ça s'est vraiment fait tout seul, en fait, parce que je voulais juste comprendre comment les orages fonctionnaient, parce que je les observais, mais je voulais aussi les comprendre. Voilà, tout simplement, et au fur et à mesure, ben, on arrive à avoir un éventail de connaissances assez large. Ah oui, merci. Alors, on va peut-être remettre la lumière et puis vous donner la parole. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à Johan, soit sur le métier de chasseur d'orage, soit sur le bulletin météo, climaticité. On peut remettre la lumière là, pour voir s'il y a une question à poser. Et puis, on passe au micro, essayer de prendre la parole. Où se trouve la pyramide? Bonsoir. Une question. Est-ce que où je suis là. Est-ce que vous rêvez d'aller aux États-Unis pour voir pour être avec les chasseurs de tornades et de super structures, super orages comme ça? Oui, bien sûr. Bon, c'est un projet avec mes collègues là-haut. Ça ne se fera pas tout de suite, mais oui, c'est prévu d'aller chasser les tornades aux États-Unis, évidemment. C'est même un pèlerinage pour les chasseurs d'orage. Alors, vous chassez en groupe, hein, c'est ça? Alors, là-haut, les collègues, c'est Hervé, Donc là-haut, on a Hervé Vermoun et Olivier Foucault. Ce sont deux chasseurs d'orage qui font comme moi. On n'est pas tout le temps en groupe, on aime bien être en fait libre de sa décision. L'un va préférer partir là, ben, moi je préfère aller là. Donc on reste libre, mais on s'échange des informations et ça se passe très bien. C'est super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonsoir. Je voulais savoir, avec la COP21 qui va bientôt se passer, si vous arrivez à faire une corrélation entre le temps qui est de plus en plus dégradé et justement l'écologie et toutes les choses dont on parle. Ça concerne aussi le réchauffement climatique. Disons que effectivement, on a une recrudescence de phénomènes violents. Donc ça, c'est pas nouveau. Il y a l'effet de serre, il y a tout ça. Le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui est réel aujourd'hui. D'ailleurs, les cyclones méditerranéens, par exemple, seront amenés à se répéter de plus en plus souvent. Pour autant, ce qu'on se constate, en fait, c'est que la norme de pluie, par exemple, elle baisse, elle reste similaire, mais c'est le nombre de jours de pluie qui est en train de baisser. Et donc, quand on a des phénomènes orageux, on va peut-être se prendre 200-300 mm en 24 heures. Alors qu'avant, dans les années 80 notamment, on avait des pluies qui étaient réparties sur beaucoup plus de jours. Donc la norme annuelle, finalement, elle passait un peu plus mieux, on va dire, qu'aujourd'hui. Une question qui n'a rien à voir avec la COP21. Les sources d'alimentation des orages, comment elles sont caractérisées? Enfin, qu'est-ce qui les définit? Alors, en fait, dans la structure même de l'orage, vous avez les cumulonimbus, et ça se voit souvent au large des îles. On a ce qu'on appelle une formation en escalier de cumulus, qui va monter vers le nuage d'orage. Et ça, c'est entretenu par de l'air chaud, une convergence des vents, de l'air froid en altitude. Et tant que les paramètres resteront propices à l'entretien de cette zone d'alimentation, l'orage va continuer de vivre. Et puis à un bon moment, au bout de 3-4 heures, l'orage va changer de domaine, puisqu'il tend quand même à se déplacer un peu. Et dès que notamment au niveau des vents, c'est plus bon, l'alimentation va se déstructurer et l'orage sera sur la fin. Les courants descendants
prendront complètement dessus en fait. Une question par rapport à ce qui s'est passé il y a 2 jours. On a eu de très grosses vagues au Lavandou, de 2 mètres. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Parce que c'est rare, en fait, c'est très rare. Alors ça, c'était une conséquence de la tropicalisation du cyclone méditerranéen qu'on a eu aujourd'hui. Ça a renforcé nettement le vent d'est, mais uniquement sur le littoral. Et on avait des valeurs de vent moyen qui étaient très élevées, puisqu'elles dépassaient quand même 50-60 km/h, ce qui est notable. Les rafales poussaient même jusqu'à 100 km/h au niveau des îles. Disons que c'est moins commun d'avoir 2 jours de vent d'est fort par un temps qui est assez tranquille au final, qu'une semaine de vent violent et de pluie violente. Est-ce qu'on peut chasser avec un smartphone? Est-ce qu'on peut chasser avec un smartphone? Les questions du siècle. Et s'il vous plaît. Bonsoir. Je reviens simplement sur la question technique là. Il faut avoir bien un appareil, je dirais, sophistiqué pour arriver à capter ces éclairs. Bonsoir Michel. Par rapport à la photographie? Oui, tout à fait. Oui, alors sur le boîtier photo, on a effectivement ce qu'on appelle une cellule de déclenchement qui sera utile de jour, parce que de jour on ne peut pas laisser ouvert et faire entrer autant de lumière qu'on veut, sinon la photo sera blanche. Donc, au changement de luminosité, on a une petite diode photosensible qui va déclencher l'appareil photo. Par contre, il faut s'y connaître en réglage, parce que si on fait déclencher l'appareil trop rapidement, le rideau se ferme trop rapidement, ça va être trop rapide pour l'éclair. Il faut lui laisser imprimer le capteur. En général, si on arrive au quart de seconde, c'est bien. Merci. Maintenant, on va parler un petit peu de vous et de votre entreprise. Vous êtes beaucoup. Vous êtes seul. Non, je suis tout seul. Tout seul. Oui, oui. En fait, je suis auto-entrepreneur. Et vous travaillez 28 heures sur 24. C'est ça. Mais à la différence de mon ancien boulot, je ne le sens pas. Parce que ça me plaît. Voilà. Avant, j'étais boulanger. Voilà. Aller se lever à 3h, travailler jusqu'à midi, 13h. Ça ne me dérangeait pas, hein, mais c'est vrai que ça m'éloignait un peu de ce que je voulais faire au final. Après, quand j'ai vu l'intérêt que ça suscitait, j'ai décidé de me lancer. Point commun avec le boulanger, c'est qu'il faut travailler de nuit, c'est ça? Ah oui, bien sûr, parce que c'est vrai qu'ici... J'imagine que la plupart du temps, c'est des nuits dehors. Raconte-nous un peu comment ça se passe alors, ces nuits de chasseurs. C'est vrai qu'ici, les dégradations arrivent souvent la nuit. Mais ça se passe tout simplement, déjà, il faut prévoir quelque chose pour dormir dans la voiture. Ça, c'est pas forcément agréable. Avoir à manger, tout ça, et puis surtout être vraiment à l'affût de finalement tout ce qui est susceptible de se passer. Inondation, tornade l'année dernière en novembre, j'en ai vu une de nuit qui a été rentrée sur le port de Ligat. Bon, c'est des petites tornades, rien de grave, mais ça arrive souvent. Il faut toujours être à l'affût. Ah, il y a encore d'autres questions. Puis après, on va vous proposer un apéritif. Si vous nous parliez de votre 306, Que voulez-vous savoir sur notre 306? La station, par exemple. Alors, la station. Il faut savoir que j'installe des stations de mesure dans le département. Alors, en général, quand je vois les domaines viticoles, ce qu'ils aiment, c'est aussi avoir une station un peu au service de prévision. C'est le cas avec le domaine du Blavet à Roquebrune, par exemple. C'est ce qu'on va préciser cette semaine. La station, elle permet surtout de mesurer les quantités et les intensités de pluie sur un temps donné. C'est-à-dire que sur 6 minutes, sur 12 minutes, sur une demi-heure, combien il va pleuvoir. Du coup, ça va me donner une idée sur l'état des routes dans le coin. Ça va me permettre de savoir aussi, avant l'orage, si l'air n'est pas trop sec. Si un air sec, c'est pas bon pour un orage. Si l'air est en train de s'humidifier, si les vents, le vent vont bien de la direction voulue, s'il ne souffle pas trop fort. C'est vraiment un outil qui est essentiel finalement dans la traque aux orages. Enfin, moi je trouve, parce qu'il permet d'avoir la situation météorologique vraiment in situ, quoi, je veux dire, sur le lieu où on est. Alors, peut-être que la meilleure illustration, c'est le journal télévisé. Johan était passé à un journal télévisé, c'est 4 minutes. Justement, on le voit en situation de travail avec la culture, la
d'expression. Et voilà, et puis suite à ça, si vous voulez bien, on vous invite à aller boire un verre. On espère que vous avez apprécié cette conférence. Merci à vous. Au sud de la Loire, dans les Pyrénées ou encore dans le sud-est du pays, avec également des menaces de chute de grêle dans la soirée. Les orages qui sont la passion d'un jeune homme de 19 ans. Il les chasse comme d'autres les tornades. Passionné de météo, il a lui-même créé son site. Reportage de Sarah Bernuchon, Benjamin Poulain. Non, ça a impacté Nico ou pas? La passion de Johan, 19 ans, ce sont les coups de foudre. Ah bon? Ouais, nickel, nickel. Bon, ça va impacter ça. Ce jour-là, ces chasseurs d'orage viennent traquer les éclairs. La qualité première sur son orage, c'est savoir bien se placer. C'est surtout ça, ouais. Et être patient? Et être patient, ouais. Donc là, on a un bon rideau de pluie, on va vraiment bien tomber en face. Tonnerre. Ça peut le faire, on va voir. Le rêve de tout chasseur d'orage, c'est d'obtenir ce genre de cliché. Des passionnés de la foudre qui passent leur temps libre à la recherche de la plus belle photo possible. Mais ce jour-là, les minutes passent et toujours rien à l'horizon. L'orage a déjà changé de direction. Bah, il y a un nouvel orage qui est en train de prendre plus au sud, alors on va cadrer dessus. Voilà. Et s'ils arrivent à suivre les orages à la trace, c'est grâce à ce drôle de bruit, sur une simple radio. Voilà, donc ça le cycliquement, c'est lorsque ça commence à se charger en activité électrique. Enfin, Oui. Voilà, ça c'est bon ça. premier trophée de la journée. Ça, c'est très bon comme ça. Donc l'impact. Allez go. On y va. Petit go. Et déjà nos chasseurs doivent repartir à la poursuite de l'orage. Direction le nord du département, à une vingtaine de kilomètres. Dans un champ de blé, le spectacle est au rendez-vous. On va là-bas. Oh, magnifique. C'est tout l'horizon qui est en train de partir en rêve. Oh, magnifique. Mais tout à coup, l'éclair tombe à une centaine de mètres. Pas question de rester plus longtemps. C'est une activité à risque, ça on tient vraiment à préciser, c'est pas une activité à la portée de tout le monde. Non, de toute façon, ça n'improvise pas, ça s'engage, c'est sûr. Avec tous les risques qu'il y a liés à cette activité, il faut déjà bien connaître l'observation, l'évolution des orages, leur fonctionnement. Et après, oui, on peut se lancer. Des chasses qui se prolongent souvent tard dans la nuit. Mais quand enfin ils parviennent à capturer ce quart de seconde tant convoité, le résultat est à couper le souffle. Mais Johan ne traque pas les orages que pour la beauté du spectacle. Savoir les localiser permet de les anticiper. Alors, il a une quinzaine de stations météo dans tout le département, comme au milieu de la forêt, chez ce propriétaire de gîte. Ouais, ben là on est à 27, on était à 29 tout à l'heure. 12 matin, le vent qui est en train de monter un peu. Il n'y avait pas de station officielle ici, donc notre réseau vise à justement installer des stations là où il en manque, et particulièrement pour les prévisions des crues, les suivis des coups de froid, les coups de chaud, les tempêtes, tout ça. Des prévisions bien utiles pour éviter les catastrophes. À la Longue-les-Morts, en janvier dernier, les orages avaient entraîné de graves inondations et surpris les habitants. Alors, depuis 3 mois, le maire de la commune a demandé à Johan de l'alerter en cas d'intempérie. Les informations de Johan sont très précises. C'est le seul qui avait prédit 2 fois ce qui est arrivé à la Longue. On a regardé les bulletins météo qu'il avait publiés. Ces bulletins météo reflètent exactement ce qui s'est passé sur ma commune. Il est plus précis que Météo France. Mais pour obtenir ces prévisions si précises, Johan ne compte ni les kilomètres ni les nuits blanches. La saison des orages ne fait que commencer. À suivre dans un instant, elle séduit.